Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode « Comment se débarrasser des situations qui se répètent ». Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant et qui concerne beaucoup d'entre nous. Les schémas répétitifs. Vous savez, ces situations qu'on vit en boucle, même si on sait que ce n'est pas bon pour nous. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on retourne toujours dans les mêmes galères? On va essayer de comprendre tout ça ensemble. La théorie des schémas a été développée par Jeffrey Young dans les années 80. Young, à ne pas confondre avec Carl Gustav Jung, était un élève d'Aaron Beck, le père de la thérapie cognitive. En observant ses patients, Jung a remarqué que certains problèmes étaient profondément enracinés et ne répondaient pas bien aux approches cognitives classiques. Il a donc développé la thérapie des schémas pour traiter ces problèmes plus profonds. Un schéma, selon Jung, est une vérité profondément enracinée sur nous-mêmes et sur le monde, souvent formée pendant l'enfance. Ces schémas influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements de manière souvent inconsciente. Il a identifié 18 schémas, répartis en 5 grandes catégories. La première, il l'a appelée séparation et rejet. Par exemple, le schéma d'abandon, où une personne peut avoir une peur constante que ceux qu'elle aime la quittent. La deuxième, autonomie et performance. Par exemple, le schéma de dépendance où une personne peut se sentir incapable de fonctionner de manière indépendante. La troisième, limite altérée. Par exemple, le schéma de manque de contrôle, où une personne peut avoir du mal à contrôler ses impulsions. La quatrième, orientation vers les autres. Par exemple, le schéma de sacrifice de soi, où une personne met constamment les besoins des autres avant les siens. La cinquième, survigilance et inhibition. Par exemple, le schéma de négativité, où une personne a une vision pessimiste de la vie et s'attend toujours au pire. La thérapie des schémas a plusieurs étapes. Et ces étapes sont au nombre de 5. La première, l'évaluation. Le thérapeute et le patient identifient les schémas dominants à travers des questionnaires et des discussions approfondies. La deuxième, l'éducation. Le thérapeute explique comment les schémas se sont formés et comment ils influencent la vie du patient. La troisième, changement cognitif. Le patient apprend à reconnaître et à remettre en question ses schémas. La quatrième, le changement comportemental. Le patient travaille sur des techniques pour modifier ses réactions et ses comportements. La cinquième, expérience émotionnelle corrective. Le thérapeute aide le patient à revivre des expériences émotionnelles d'une manière nouvelle et positive. Alors, pourquoi répétons-nous toujours les mêmes schémas? Le cerveau humain est câblé pour rechercher la familiarité. Même si cette familiarité est douloureuse, elle est perçue comme moins menaçante que l'inconnu. C'est en partie pourquoi nous répétons des schémas négatifs. Selon les neurosciences, les schémas sont ancrés dans les circuits neuronaux. Une étude à l'université de Cambridge a montré que les expériences émotionnelles intenses durant l'enfance, comme le rejet ou la négligence, modifient la structure et la fonction de notre cerveau. Ces modifications rendent les schémas difficiles à changer, car ils sont littéralement câblés dans notre cerveau. Par exemple, lorsqu'un enfant subit un rejet constant, son cerveau développe des voies neuronales qui associent les relations interpersonnelles à la douleur et au rejet. En grandissant, cet enfant pourrait inconsciemment choisir des relations qui valident ces voies neuronales déjà établies. Le cerveau, cherchant à confirmer ce qu'il connaît, nous pousse à répéter ces schémas, même si c'est autodestructeur.
Alors, en pratique, comment se passe cette fameuse thérapie des schémas? Combien de temps dure une thérapie des schémas? Cela dépend de la gravité des schémas, évidemment, et de la motivation du patient. En général, on parle de plusieurs mois à plusieurs années de thérapie. Une étude publiée en 2014 dans le Journal of Clinical Psychology a montré que les patients souffrant de troubles de la personnalité ont vu une amélioration significative après environ 2 ans de thérapie des schémas. Les résultats de cette thérapie sont encourageants. Par exemple, une étude néerlandaise de 2006 a montré que 67% des patients souffrant de troubles de la personnalité borderline ne répondaient plus aux critères de ce trouble après 3 ans de thérapie des schémas. Les patients rapportent souvent une amélioration de leur qualité de vie et de leurs relations interpersonnelles. Alors, comment sortir des schémas répétitifs? J'ai répertorié 4 étapes qui me semblent incontournables. Reconnaître et comprendre les schémas. La prise de conscience est la première étape. Un thérapeute peut aider à identifier ces schémas et comprendre leurs origines. La deuxième, changer les pensées. Remettre en question les croyances négatives associées au schéma. Par exemple, remplacer « je ne suis pas assez bien » par « je suis digne d'amour et de respect ». La troisième, modifier les comportements. Apprendre à réagir différemment dans les situations qui activent les schémas. Cela peut inclure dire non au lieu de toujours vouloir plaire ou chercher des relations saines plutôt que des relations toxiques. La quatrième, expérience émotionnelle collective. Vivre des expériences émotionnelles positives qui contredisent les anciens schémas. Par exemple, s'entourer de personnes qui nous valorisent et nous soutiennent. Il est important de comprendre aussi qu'en plus de toutes ces étapes indispensables pour se débarrasser des schémas répétitifs, il faut comprendre que la patience et la persévérance sont des points clés de la réussite de tout développement thérapeutique. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour défaire des schémas profondément enracinés. La patience et la persévérance sont cruciales dans le processus. Je vais vous donner quelques points supplémentaires pour bien comprendre l'importance de cette démarche. L'importance de la thérapie continue et du soutien. La thérapie des schémas nécessite un engagement à long terme. Un bon thérapeute peut fournir un soutien et des conseils constants tout au long du processus. Les groupes de soutien et les communautés en ligne peuvent offrir un espace pour partager des expériences et trouver de la motivation. Les outils et techniques de la thérapie des schémas que les thérapeutes utilisent sont nombreux. Une variété de techniques pour aider les patients à surmonter les schémas. Et parmi les plus courants, on va trouver la journalisation. Tenir un journal pour noter les pensées, émotions et comportements associés au schéma. Cela aide à identifier les déclencheurs et les réponses habituelles. La deuxième, réécriture des souvenirs. Une technique où le patient visualise des situations passées et les reconfigure d'une manière plus positive. Les jeux de rôle aussi. Jouer des scénarios spécifiques avec le thérapeute pour pratiquer de nouvelles réponses et comportements. Mais aussi la pleine conscience. Apprendre à rester présent et à observer ses pensées sans jugement, ce qui peut aider à diminuer l'influence des schémas. Un autre point qu'il ne faut pas négliger, c'est la neuroplasticité et les changements des schémas. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se reconfigurer et à former de nouvelles connexions neuronales, joue un rôle clé dans le changement des schémas. Des études montrent que le cerveau peut changer en réponse à de nouvelles expériences et pratiques répétées. Par exemple, des recherches ont démontré que la méditation régulière peut renforcer les zones du cerveau associées à la régulation des émotions et à l'attention. J'ajoute aussi que la prière, pour ceux qui ont la foi, peut aussi aider, puisque vous allez transférer la charge de stress sur quelque chose de plus grand que vous. Un nouveau point très important, c'est l'impact des schémas sur la santé mentale et physique. Les schémas répétitifs ne touchent pas seulement notre bien-être émotionnel, mais aussi notre santé physique. Le stress chronique et les émotions négatives peuvent affaiblir le système immunitaire, augmenter la pression artérielle et même contribuer au développement de maladies chroniques comme les maladies cardiaques.
Une étude publiée dans Psychosomatic Medicine a trouvé un lien direct entre le stress émotionnel et les troubles cardiovasculaires. Les résultats des recherches sur la thérapie des schémas sont prometteurs. Une étude de 2014 a montré que 70% des patients souffrant de troubles de la personnalité borderline ont vu une réduction significative de leurs symptômes après 3 ans de thérapie des schémas. Une méta-analyse de 2018 a révélé que la thérapie des schémas était plus efficace que la thérapie cognitive traditionnelle pour traiter les troubles de la personnalité. Avec tout ça, comment emprunter cette route vers le changement ? Comment entrer véritablement dans un travail personnel, cognitif, émotionnel, efficace qui nous permet de réussir et d'évoluer au fur et à mesure de notre vie ? Je dirais, en conclusion, que sortir des schémas répétitifs est un processus complexe qui demande du temps, des efforts et beaucoup de patience. Reconnaître et comprendre nos schémas est la première étape, mais il est tout aussi important de s'engager dans une thérapie structurée et de pratiquer régulièrement les nouvelles compétences acquises. Comme le disait Carl Rogers, un des pionniers de la psychologie humaniste et existentielle, la bonne vie est un processus, non un état d'être. C'est une direction, non une destination. Ce processus peut être long et parfois difficile, mais avec de la persévérance, du soutien et des techniques appropriées, il est possible de transformer ces schémas et de mener une vie plus épanouie. Je vous remercie pour votre écoute. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.